Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, voici les livres dont je vais parler. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Certains, je vais en parler un peu plus que d'autres parce que certains, je n'ai pas encore grand chose à en dire puisque la règle du jeu, et il sera question de jeu durant ce petit moment de partage et de réflexion autour de mes lectures, la règle du jeu, c'est de parler des livres qui m'ont occupé durant la semaine, qui m'ont occupé parfois beaucoup, parfois peu, parfois je n'ai presque rien lu, c'est le cas d'un, voire deux, voire trois des livres dont il est question ici. Alors, ces livres sont assez différents, ils vont nous renvoyer dans des époques un peu anciennes pour certains, ou dans des mondes nouveaux, ou des mondes qui sont des mondes à côté d'une autre, des mondes inventés, des mondes mystérieux. Bref, on va partir en voyage et entrer donc dans le jeu. Et le livre que j'ai terminé cette semaine, le seul que j'ai véritablement fini, c'est The Game de Alessandro Baricco, un livre qui parle de ce qu'il appelle The Game, le jeu, mais bel et bien en gardant le titre en anglais. L'auteur est italien, c'est traduit de l'italien, ce livre-là, par un certain Vincent Reynaud. Tiens, on dit rarement le nom des traducteurs, donc c'est bien de le dire parfois. Et c'est un livre tout à fait intéressant et une réflexion sur le numérique en général, sur ce game, ce jeu qui part, j'en avais déjà un peu parlé, je crois, la semaine passée, qui part de ce jeu assez basique, qui nous paraît aujourd'hui très basique, mais qui pour lui est assez révolutionnaire. Ce jeu, c'est donc, il faut que je retrouve son nom parce que je n'ai pas beaucoup participé ou joué à cela. Je suis peut-être trop jeune, puisque la révolution numérique, eh bien, elle date déjà un peu, même si elle est dans une phase aujourd'hui d'explosion peut-être, avec explosion peut-être d'ailleurs dans plusieurs sens du terme. Bref, c'était les Space Invaders, le jeu en question qui, semble-t-il, a révolutionné le jeu. C'était dans des consoles qui changeaient du baby-foot et du flipper. J'ai joué au baby-foot et au flipper, moi, un peu, mais pas à Space Invader. Mais bon, ensuite, évidemment, tout un monde s'est créé. D'ailleurs, il y a des cartes qui sont intéressantes. Voilà, par exemple, ce qui est dessiné sous forme de montagne, celle du CD, du MP3, de la dématérialisation, et petit à petit, on entre dans un monde qui ressemble au nôtre ou au monde avec l'île du smartphone et celle des réseaux sociaux, avec l'iPhone et le BlackBerry, avec LinkedIn, avec Twitter. Twitter, c'est encore Twitter au moment où il écrit. C'est un livre qui commence à dater. Les évolutions qu'il raconte sont déjà presque obsolètes. L'obsolescence est permanente dans ce monde-là. Mais évidemment, MySpace, Facebook et puis d'autres vont naître par la suite. Bref, donc on a une sorte d'histoire du monde numérique et des commentaires à la fois critiques et enthousiastes, un peu des deux, qui essayent de suspendre le jugement, même si des fois on voit qu'il est fasciné, puis d'autres fois qu'il est sceptique, cet auteur, mais il prend au fond ce monde-là au sérieux. Il essaye de le décrire le plus justement possible plutôt que de porter des jugements à l'emporte-pièce. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc il parle aussi de ce qu'il appelle des mouvements de résistance, de gens qui se sentent menacés, certains pouvoirs qui se sentent menacés, notamment par les réseaux, par l'absence d'intermédiaires et par ces gens qui font sécession. Là aussi, c'est un terme qui est employé à plusieurs reprises dans le texte. Donc c'est vraiment un livre très intéressant qui peut-être est contestable sur certains points, ou du moins
l'évolution de ce jeu, de ce game, est peut-être en train de casser le jeu, casser les jouets. Avec le continent, là, il le montre ici comme une sorte de continent inconnu, celui de l'intelligence artificielle. Le livre, il a bientôt 10 ans, je crois. Il date précisément de 2018. Pas tout à fait 10 ans, mais il s'est passé énormément de choses, et il se passe énormément de choses depuis 10 ans. Et justement, ce monde de l'intelligence artificielle reste encore largement inexploré, et on voit qu'il modifie fortement nos modes d'interaction avec ce deuxième monde qui est, qui est aussi le nôtre, avec quelques commentaires, toujours d'Alessandro Baricco. Il parle par exemple d'individualisme de masse, et ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que à la fois il y a la masse et il y a l'individualisme, chacun pris dans une forme de société, de communauté. On parle beaucoup de communauté, mais en fait les vraies communautés humaines, vrai, le terme est un peu ambigu dans ce contexte-là, mais ce qui faisait les communautés de jadis, c'est en train de virer à une sorte donc d'individualisme de masse, et de nouvelles élites qui apparaissent, qui n'ont pas forcément la même chose ou la même expérience que nous, j'allais dire, parce que je suis un peu déjà un dinosaure, quelqu'un de l'ancien monde. Il y a la question politique qui, à l'époque où il écrit, est liée au mouvement Cinque Stelle et les mouvements 5 étoiles en Italie. Je ne sais pas du tout ce que ça devient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que que ça n'a plus le succès que ça a eu, et que ça a abouti au retour de néo-fascistes au pouvoir en Italie, et que aujourd'hui on voit un game qui est un jeu qui est pipé en faveur des nouveaux réactionnaires et des nouveaux fascistes, notamment autour de Donald Trump, qui était au pouvoir dans son premier mandat au moment de ce livre-là. Donc on a beaucoup de réflexions sur ce moment qui est le nôtre, sur la dématérialisation, le crépuscule des élites, la redécouverte du tout. Voilà, quelques titres de chapitres que je cite ici. Et puis, des réflexions finales, étoiles filantes, ce qu'il reste de la, non pas de la réalité, mais de la vérité. On parle aujourd'hui de post-vérité. Il parle de vérité plus légère, ou non pas de post-vérité, c'est pas le terme qu'il emploie, mais de vérité minute. La vérité minute. Voilà ce qu'il en dit. La géniale petite machine de la vérité minute. La vérité minute est une vérité qui, pour atteindre la surface du monde, c'est-à-dire pour devenir compréhensible au grand public et être portée à l'attention des gens, est redessinée de manière aérodynamique, perdant de sa précision et de son exactitude en cours de route, mais gagnant en synthèse et en vitesse. Disons qu'elle continue de perdre en précision et en exactitude, jusqu'à ce qu'elle estime avoir obtenu la synthèse et la vitesse suffisantes pour atteindre la surface du monde. Quand elle les a obtenues, elle s'arrête, car elle ne renoncerait jamais au moindre gramme de précision de plus que nécessaire. D'une certaine façon, il faut imaginer un animal qui lutte avec beaucoup d'autres pour sa survie. Chaque matin, de nombreuses vérités se réveillent, et toutes ont pour objectif de survivre, c'est-à-dire d'atteindre la surface du monde. Celle qui survit ne sera sans doute pas la plus exacte ni la plus précise, mais celle qui voyage le plus vite, qui atteint la surface du monde la première. Prenons l'exemple du vinyle. Évidemment, technologie semble-t-il dépassée.
Et pourtant, il est écrit en majuscule, en 2016, le chiffre d'affaires du vinyle a dépassé celui de la musique numérique. Cette phrase-là est une vérité minute. Ça n'est pas tout à fait vrai. C'est en Angleterre pendant une semaine, je crois que ce phénomène a eu lieu, mais sur l'année 2016 entière, non. Et puis les chiffres de vente du vinyle restent bien en deçà de ce qu'ils étaient durant les heures de gloire de ce type de disque. Donc, on voit bien ces vérités, ces semi-vérités ou ces vérités minutes. Tout d'un coup, paf, il y a un truc qui sort, qui n'est pas tout à fait vrai, qui est un peu vrai, qui se base sur des faits en partie vus, mais peut-être en partie cachés aussi. Et tout cela va créer des vérités qui sont déconstruites en permanence, qui se remodulent, évidemment, par rapport à notre vision de la vérité, d'une vérité qui serait non pas la vérité d'une minute, mais une vérité éternelle quasiment. Ça change beaucoup de choses et évidemment ça crée aussi des soucis, l'importance de ce qui est appelé le storytelling, raconter des histoires, ça a toujours été là, mais là, sur Internet, si on ne raconte pas d'histoire, on est foutu, on est invisible, tellement le nombre de données qui sont déversées dans ce deuxième monde c'est un nombre énorme. Et il y a d'autres deuxièmes mondes qui sont évoqués aussi. Que reste-t-il de l'ancien monde? Du livre, tiens. Aujourd'hui, les livres, ils sont toujours là, ils sont pas morts. Au contraire. Et donc, voilà, beaucoup de réflexions qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir un regard un peu décalé, mais quand même qui essaye de comprendre globalement ce qui se passe dans cet univers, dans ce multivers de notre deuxième monde, celui qui fait l'interface justement entre ce que je suis en train de dire et puis ceux qui regarderaient ou celles qui regarderaient cette vidéo sur donc mes lectures. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent justement dans ce cas-là, dans ce monde-là, dans le rapport entre les différents mondes. Alors voilà ce que je pouvais dire de ce premier livre dont il est question cette semaine. Parmi les autres livres dont il est question cette semaine, j'ai avancé dans un livre qui est un monde à lui tout seul, La Horde du Contrevent de Alain Damasio, livre classé en science-fiction, qui invente un monde où une horde va remonter jusqu'à l'extrême amont, je ne suis pas sûr que c'est le terme employé, oui, l'extrême amont, la naissance du vent, et qui affronte à pied, sans trop de technologie, alors qu'il existe des technologies qui affrontent des vents extrêmes. Il y a les 9 formes de vent qui existent, et ils n'en connaissent pour l'instant que 6, je crois, et ils affrontent le furvent et d'autres vents, mais ils vont aussi affronter un siphon dans une sorte de lac ou presque de mer. Ils vont rencontrer d'autres personnes, et cette horde est formée d'un certain nombre de personnages dont on lit les points de vue. Alors les personnages, ils sont résumés dans le petit signet qui est ici. Il y a Golgoth, le traceur, Pietro della Rocca, prince, Sov, Strocnis, scribe, Caracol, troubadour, Erg, Macaon, combattant protecteur, Talveg, arcipé, géomètre, Firoste de Toroge, pilier, Lautourcier, oiselier, chasseur, Steppe, Foréis, fleuron, Arval, rédamage, éclaireur, le fauconnier, oiselier, chasseur, Horst et Karst,
Dupka, ailier, Orochi, mélicerte, aéromètre, Alme, capis, soigneuse, Aoi, nan, cueilleuse et sourcière, Larco, scarsa, braconnier du ciel, Léarque, artisan du métal, Caliroé, deikun, feuleuse, Boscavo, silenfre, artisan du bois, Coriolis, cro, Svieziest, cro, barbac, cro. Et ils forment une sorte donc de hordes qui affrontent le vent. Leurs fonctions sont variées. Il y a des gens qui sont chargés justement de saisir d'où vient le vent, d'autres qui sont chargés de raconter les histoires. Il y en a d'autres qui ont des fonctions plutôt physiques. Vous avez le traceur qui est celui qui est tout devant et qui va trouver la trace, le meilleur passage pour entrer dans le vent, contre le vent, à pied, sans qu'il y ait d'outils aérodynamiques et de manière de tricher. Et donc on découvre tous ces personnages et leur aventure. Ils vont rencontrer une escadre frêle, ils vont se présenter les uns les autres, ils vont affronter des dangers énormes. J'en suis là au passage, ce que j'ai lu récemment, c'est notamment un passage où ils affrontent ce qu'on appelle un siphon, donc une sorte de trou dans l'eau, mais avec un côté mystérieux, parce que le temps lui-même est renversé dans certains moments. Bref, on entre vraiment dans un monde absolument fascinant, et on a à chaque fois des points de vue de personnages différents qui s'enchaînent, chacun y va de son commentaire, et donc c'est vraiment très intéressant. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? Laissons la parole à l'un des personnages. Alors là, il y a plusieurs personnages qui s'expriment. Il s'agit, je regarde sur ma petite fiche, de Sovstroknis, le scribe, qui s'exprime, mais directement il ouvre des guillemets, et c'est Caracol, le troubadour, qui s'exprimera ensuite. Il était une fois, entama Caracol, et imperceptiblement les visages éparpillés s'allumèrent sur le pourtour du cercle, parce qu'à travers son conte, dont nous ne savions rien, c'était l'honneur de la horde qui pouvait être compromis ou sauvé. Il est en train de parler à des gens qui ne sont pas de la horde, dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Il y en a d'autres, il y a des rencontres de gens dont on doit peut-être se méfier, parce que tout le monde n'est pas ami de ces hordes qui cherchent à atteindre l'extrême amont. Parce qu'il avait entamé avec une solennité inhabituelle, parce qu'il paraissait plus concentré qu'à l'ordinaire, parce que surtout il avait insisté sur il était une fois, et que personne n'ignorait chez nous que cette insistance signalait un récit inédit. Il était une fois un pays de vaste étendue où rien ne tenait plus en place. Un vent féroce y soufflait tout le jour et la nuit, entêtant et unique de l'est vers l'ouest, faiblissant certains soirs mais ne cessant jamais. Les collines y étaient poussées dans le dos, les rochers dérivaient lentement, même le soleil avait du mal à s'arrimer au ciel. Une terre où le linge séchait vite, croyez-moi, avec des villages pourtant dans tous les creux épargnés et des hélices qui tournaient à l'arrière des maisons. Sur cette terre vivaient 3 tribus. La plus frivole faisait de la voile, la plus grande s'abritait dans des villages enclos, et la plus stupide tentait très fièrement de remonter le vent jusqu'à sa source. C'est précisément ce que fait la horde du contrevent. Mais là, on voit tout d'un coup, on nous raconte une histoire. Est-ce leur monde ou est-ce un monde inventé par le troubadour à ce moment-là? On se pose des questions. C'est un monde un peu mouvant. Un deuxième monde peut-être aussi, comme chez Alessandro Baricco. Pris par le récit, puis si vite provoqués, les fréoles, donc leurs hôtes à ce moment-là, éclatèrent d'un rire généreux. Je reconnaissais sans mal quelques-unes des techniques favorites de Caracol.
L'autodérision, bien sûr, mais surtout cette façon plutôt astucieuse de présenter la réalité de notre monde comme une pure fiction, à peine exagérée, à peine décalée de sa stricte vérité, mais suffisamment toutefois pour créer un effet d'étrangeté, qui, outre sa drôlerie, projetait dans nos âmes l'image plutôt exacte de notre familière folie. Peut-être qu'on entre dans le game de la horde du contrevent ici. Personne d'un peu sensé dans ce pays ne donnait la moindre chance à cette poignée de locteux qui s'auto-baptisaient horde, labouraient le sable et qui prétendaient qu'au bout de leur quête, quelque chose comme le bonheur serait donné à tous. Un côté mystique, religieux ou téléologique, comme on dit, à cette histoire-là. On va vers le bonheur pour tous. Parce que, disait-il, atteindre à la source du vent, c'était pouvoir en maîtriser l'écoulement. Et ils étaient de leur rêve si convaincus que partout où ils passaient, des fêtes fastueuses les accueillaient et qu'avec ferveur on les encourageait. Parmi ces loqueteux, un arlequin du nom de Caracol, c'est lui qui est en train de parler, donc on voit le mélange entre fiction et réalité, pris en chemin, qui n'avait pas eu la décence de partir comme il se doit du bout de la terre, les avait rejoints, sans doute par curiosité, peut-être par dégoût de la voile, parce qu'il a quitté justement les gens à qui il est en train de parler, là, de raconter cette histoire-là, qu'il revoit après 5 ans. Sans doute aussi pour de plus sérieuses raisons. Ce brave fou se décrétait troubadour, et à vrai dire, il sortait parfois de son sac de crâne quelque histoire tordue pour aérer les feux. Mais il portait surtout en lui une fantaisie théorique. Il disait, là il y a un point de suspension sur lequel je vais m'arrêter, et on nous raconte plein d'histoires, et ensuite vous avez aussi une chose étrange qui s'appelait le corroyeur, qui modifie justement le temps, une tour, la tour Fontaine. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On joue sur les mots ici. Et attention, si vous buvez l'eau de cette fontaine-là, ça va créer là aussi je sais plus, des glyphes, je crois qu'ils appellent ça, ou je sais plus, il y a des noms un peu étranges qui apparaissent des fois, des choses qui changent le monde. Il y a un vortex, voilà aussi un autre terme qui est fréquent. Bref, cette horde du contrevent, alors j'en suis à peu près à la moitié, il y a aussi une chose intéressante, on va à contre-courant dans la lecture. Le livre fait 700 pages, mais il se termine à la page 0. Et il commence à la page 700, si je ne me trompe pas. Enfin, le premier numéro de page qui est donné, c'est 700. Ça commence une page avant ou deux. Donc, 702. Et puis là, j'en suis à la page 340. Donc, j'ai dépassé la moitié, mais je vous parlerai de la suite et de la fin. Vont-ils arriver vers l'extrême amont? Vont-ils découvrir la 9e forme de vent? C'est en tout cas le titre d'un chapitre, donc, qui est d'ailleurs, oui, le dernier. On verra ce que c'est. J'en reparlerai plus tard. Voilà, ça c'est les 2 livres dont j'ai parlé, c'est ceux qui m'ont le plus occupé cette semaine. Sinon, il y a des choses qui m'occupent un peu moins, posons ces 2-là derrière nous. Alors, j'ai repris la lecture dans Nerval de ce roman inachevé, Le Marquis de Fayolle, qui nous renvoie à un monde déjà ancien pour Nerval, qui est au XVIIIe siècle, en Bretagne, et on assiste à des amours un peu contrariés entre gens de différentes classes sociales, notamment des marquis et des personnes de classe beaucoup moins haute, et puis tout ce que ça peut provoquer de difficultés également, en tout cas dans ce que j'ai lu, mais voilà, j'en suis dans la première partie, là au chapitre 2, qui s'appelle le souper, où justement vous avez un couple qui s'était formé entre une jeune fille de bonne société, et puis un jeune orphelin dont on ne sait pas d'où il vient, et puis il y a un concurrent, et puis évidemment dans la famille noble, on se dit ouvert aux idées
nouvelle. On cite Voltaire et compagnie, et puis en fait, oui, mais quand même, on va quand même pas donner notre fille à un orphelin dont on ne connaît pas l'origine, alors qu'il y a un conte, je crois, qui est tout à fait disposé à l'épouser. Bon, on voit un peu le genre d'histoire qui est raconté ici. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce livre-là parce que j'ai encore beaucoup de choses à lire là-dedans et que je viens à peine de le commencer. Donc voilà, j'ai pas encore grand-chose ou je n'ai plus grand-chose ou pas grand-chose à en dire. Plus grand-chose non parce que j'ai encore les grand-choses. Voilà. Mais donc je vais laisser Nerval, mais il reviendra en force, je pense, la semaine prochaine. C'est un peu la lecture que je vais poursuivre avec la Horde du Contrevent, surtout avec bien sûr d'autres choses. Alors les autres choses, il y a dans la bande dessinée, j'en avais déjà parlé, Raven, Némésis, on est là aussi au XVIIIe siècle, l'époque de gloire des pirates, où on a une femme pirate, ce qui est peut-être moins fréquent. Et puis on a alors des aventures assez typiques de pirates. On va à la recherche d'un trésor, avec beaucoup de violence aussi, de combats. Des naufragés français se font vraiment mal accueillir par les pirates. Enfin, ils se retrouvent par malheur sur une terre convoitée par des pirates. Évidemment, ça ne peut pas bien se terminer. Et donc, il y a une grande violence qui a lieu. Violence, ou même, si vous regardez l'image ici, viol. Bref, tout ça est assez violent. Je l'ai dit 3 fois, donc c'est quand même au cœur de ces histoires de pirates qui souvent sont peut-être un peu enjolivées. Ils sont sympathiques, les pirates, dans les livres, mais pas toujours. Et même les femmes pirates. Problème, la carte au trésor à la fin du premier volume, il y en a 2 autres qui m'attendent, que je vais sans doute très certainement lire, mais on verra. Il est possible que la semaine prochaine je vous en parle. La carte au trésor brûle. Mais Raven, c'est lui, a retenu où était le trésor, peut-être. Et puis, dernier livre dont je vais parler, alors là, je vais presque rien en dire. On est aussi dans une époque plus ancienne, un peu la même époque, c'est-à-dire l'Ancien Régime. C'est un livre d'histoire, un classique de l'histoire des mentalités, qui date de 1960, je crois, donc qui date déjà pas mal et qui est sans doute à réviser. C'est L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès, qui est un des livres pionniers pour parler de la place des enfants ou de l'absence aussi de place des enfants dans l'Ancien Régime. Alors je ne vais pas commencer à commenter ce livre-là parce que j'en ai lu qu'une partie de la préface. La préface qui ne date pas, elle, de 1960, 1973, donc on est quand même, il y a plus de 50 ans. Mais justement, ça a ouvert des champs d'études tout à fait intéressants. Quelle est la place des enfants de la société ? Ça a énormément évolué. Donc, de quoi s'agit-il ? Je lis juste un tout petit bout de cette préface. Ma première thèse, écrit Philippe Ariès, est un essai d'interprétation des sociétés traditionnelles. La seconde veut montrer la place nouvelle prise par l'enfant et la famille dans nos sociétés industrielles. À partir d'une certaine période, problème obsédant d'origine sur lequel je reviendrai, on y reviendra peut-être lors d'un prochain journal de lecture, en tout cas d'une manière définitive et impérative, à partir de la fin du XVIIe siècle, un changement considérable est intervenu dans l'état de mœurs que je viens d'analyser. On peut le saisir à partir de 2 approches distinctes. L'école s'est substituée à l'apprentissage comme moyen d'éducation, donc l'importance de l'école. Cela veut dire que l'enfant a cessé d'être mélangé aux adultes et d'apprendre la vie directement à leur contact. Malgré beaucoup de réticences et de retard, il a été séparé des adultes et maintenu à l'écart dans une manière de quarantaine avant d'être lâché dans le monde. Cette quarantaine, c'est l'école, le collège.
commence alors un long processus d'enfermement des enfants, comme des fous, des pauvres, des prostituées, qui ne cessera plus de s'étendre jusqu'à nos jours et qu'on appelle la scolarisation. Je vais rester là-dessus. C'est une thèse assez forte qui date des années 1960. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que la scolarisation est un enfermement des enfants? Peut-être. Mais je reviendrai à ce livre-là, à cette place des enfants dans la société, qui est une question qui demeure essentielle pour notre avenir. Donc l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès. Mais voilà, je vais là aussi poser ce livre derrière, ici, voilà, et vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt.